Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Cook Midi pour votre rendez-vous cuisine simple au naturel sur le plateau de Village Semences. Alors aujourd'hui, nous allons parler pommes de terre. C'est clairement l'un des légumes préférés des Français. On en consomme 52 kilos par an et par habitant. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais rappelez-vous, dans les années 60, on en consommait pratiquement 95 kilos par an et par habitant. Alors pour parler de notre bonne vieille patate, vous allez voir, c'est aussi un légume très branché et très tendance, voire même de haute technologie. Nous allons retrouver du côté de Fécamp Éric Nirdol. Bonjour Éric. Oui, bonjour. Alors vous êtes le directeur général de Cypre. Cypre, présentez-moi cette entreprise tout d'abord. Donc la Cypre est une entreprise de création variétale. On crée des variétés de pommes de terre dans la semence et c'est une structure détenue par les producteurs eux-mêmes. Donc station qui a été créée à la fin des années 70, début 80. Et donc on a à aujourd'hui un peu plus de 40 variétés à notre actif. Et ce que l'on voit derrière vous, ce sont les champs justement où vous faites cette sélection variétale? Alors tout à fait, là c'est parce que je ne suis pas à Fécamp, à Bretteville-du-Grand-Caux exactement, mais c'est une photo aérienne de notre station de création variétale, effectivement à Bretteville-du-Grand-Caux. Alors, on va parler pommes de terre, sélection variétale, nouvelle variété dans un instant, mais on va aller faire un petit tour en cuisine, retrouver Anne Reverdy. Bonjour Anne. Bonjour. Alors dites-moi, vous allez nous faire quoi aujourd'hui? Parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'original avec des bonnes vieilles patates? Alors, on peut faire des salades et en fait là ça va être une salade un petit peu particulière. Ce sera un millefeuille de pommes de terre aux sardines à la tapenade. Mais ça c'est un hors d'œuvre ou c'est pour l'apéro? Ça peut être un hors d'œuvre, ça peut même être un accompagnement avec un autre poisson, avec une salade, ça peut être un plat. En fait, maintenant, la dénomination entrée, plat, dessert est un petit peu dépassée. Alors, pour faire ça, il nous faut quoi? Qu'est-ce que vous avez derrière vous? Alors, il nous faudra des pommes de terre, de la tapenade, des pétales de tomates séchées, un petit peu d'olive, des sardines à l'huile, nos bonnes vieilles sardines à l'huile. Un petit peu d'herbe, alors on est en saison plutôt de la ciboulette, et quelque chose d'un petit peu hors saison, une courgette, on peut la remplacer par un autre légume vert de la saison. Alors, tout d'abord, pour ce qui est de la pomme de terre, quel type de variété de pomme de terre utilisez-vous? Alors, ce sera une pomme de terre à chair ferme. Pour tout ce qui est salade ou pomme de terre sautée, il vaut mieux des chairs fermes. La pomme de terre se tient, alors que la pomme de terre très farineuse sera plutôt pour des frites ou pour de la purée. Alors, quand on dit à chair ferme, il y a souvent, elles sont accompagnées de noms. Maintenant, ça fait très branché d'avoir des noms pour les pommes de terre. Vous, c'est lesquelles? Eh bien, figurez-vous, je ne sais pas. Je les ai prises sans regarder Alors, le nom. regardez, voilà. Voilà. Ils se donnent du mal à trouver des jolis prénoms pour les pommes de terre. Ouais. Amandine, Juliette, que sais-je encore. Mais ce sont des marques. Et vous, donc, vous les achetez voilà. comme ça, sans regarder? Voilà, je cherche chair ferme. Et voilà, je me laisse guider par l'instinct de la blogueuse cuisine. Par le technique. Alors, on va regarder aussi ce que vous avez, vous m'avez dit tout à l'heure, les olives. Oui. Olives noires. Hein. Oui, olives noires là, parce qu'on est sur une tapenade. On aurait pu faire une tapenade verte avec des olives vertes. Mais là, c'est pour donner un petit peu de force. On est en hiver encore. Et la sardine a un goût puissant qui va être contrebalancé par le côté assez sucré de cette pomme de terre. Et du coup, on va avoir un bon équilibre. Et alors, pour les tomates séchées, moi j'ai toujours un doute et à chaque fois je me trompe entre tomates confites et tomates séchées. Alors non, ce sont des tomates séchées qui sont conservées dans l'huile. Elles ne sont pas confites. Une tomate confite, elle a du sucre et on la fait confire dans voilà. Elle est encore un peu tendre, quoi, la alors tomate en fait, confite. Oui. Alors que la tomate séchée, pour l'utiliser pleinement normalement, on la repasse dans un bain d'eau chaude et ensuite on l'utilise ou alors on la conserve dans l'huile et elle est plus ou moins tendre et moelleuse. Alors, je vais vous laisser travailler. Juste petit détail, ce qui est pratique, c'est que ça, on peut le faire bien avant que ces convives arrivent. Oui, ça, les pommes de terre, je les ai cuites en amont. Le petit tartare de courgettes, bon voilà, ça se conserve. On peut bien sûr faire tout ça, mettre au réfrigérateur et attendre. Et vous servez ça avec quoi? Un blanc, un rouge? Alors là, à consommer avec modération, bien évidemment. Oui, j'irais plutôt vers un rouge fruité. Je viens de l'Anjou. Donc, voilà. Ou alors un rosé d'Anjou, c'est pas mal aussi. Hein. Ou un petit chinon éventuellement. Oui, si vous voulez, mais du fruit. Mais du fruit, voilà. Absolument. Allez, je vous laisse travailler. Merci. Et on va retrouver Éric Nirdol. Alors,
Eric, je plaisantais tout à l'heure sur les noms des pommes de terre, mais j'ai l'impression quand même que depuis quelques années, c'est devenu véritablement la course au marketing, quoi. Il y a plein de noms différents. C'est une impression ou c'est la réalité? C'est surtout que le panel variétal s'agrandit tous les ans. C'est-à-dire que la création variétale en pommes de terre est assez riche. Il y a 4 obtenteurs en France qui font de la création variétale en pommes de terre et bien évidemment une somme assez importante de création variétale qui se font hors de France, hein, avec des obtenteurs notamment hollandais, écossais, allemands. Mais la création variétale est en pommes de terre est en ébullition entre guillemets pour faire face aux différents challenges à relever en termes de culture, de réponse sociétale, d'économie pure et puis de réponse, on va dire plus sanitaire et environnementale. Donc beaucoup de variétés, donc beaucoup de noms différents effectivement, puisque il est d'usage de baptiser une variété à son dépôt, et ce qui fait que effectivement vous avez pas mal de variétés qui sont déposées depuis quelques années. On parlait de Charlotte, Amandine, Juliette, que sais-je encore. Les prochaines, chez vous, elles seront baptisées comment? Ce sera quoi le prochain prénom? Chez nous, il y a une variété qui va arriver sur vos étals bientôt, qui s'appelle Garance, qui sera développée par la société Desmazières. Alors, je voudrais qu'on parle justement des nouvelles variétés. Ça se passe comment? C'est quoi la condition de départ en disant tiens, on va faire une nouvelle variété? C'est en fonction de quoi? En fonction de démarches marketing, de démarches techniques, de démarches culturelles, de goût. Quels sont les éléments qui prévalent? La première des choses déjà, c'est de partir de l'origine de la création variétale, puisque c'est un croisement sexué. C'est-à-dire que on prend 2 plantes, on définit d'abord un idéotype, c'est-à-dire ce qu'on voudrait avoir dans l'idéal en termes de variété de pommes de terre, et on essaye de trouver des critères chez les parents. Donc les géniteurs, hein, ce qu'on appelle les géniteurs, les plantes génitrices, qui ont des caractéristiques qui correspondent à nos attentes. Donc il y a différents types de pommes de terre, hein, comme le disait tout à l'heure la personne qui est en cuisine. On a des pommes de terre plus comment vous dire, de type consommation, grande consommation. Donc vous pouvez retrouver sur les étals les pommes de terre qu'on achète au supermarché, nous, pour les cuire directement, pour les utiliser directement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc là, il y a des types un petit peu plus orientés consommation, vraiment de la ménagère. Vous avez des variétés qui sont orientées vraiment aussi transformation pour l'alimentation humaine. Donc ça va des frites en passant par les chips, les flocons déshydratés pour la purée. Et vous avez une troisième catégorie qui est la fécule, donc des pommes de terre qui ne sont pas très agréables à la consommation et qui sont d'ailleurs très peu recommandées en consommation humaine et qui génèrent tout ce qui est fécule, amidon au niveau de la pomme de terre. Voilà, donc question, mais pourquoi ces pommes de terre qui sont destinées à faire de la fécule ne sont pas bonnes pour la consommation humaine? Parce qu'elles ont vraiment tendance, elles sont très riches en amidon, donc elles ont vraiment tendance à absolument pas tenir à la cuisson, se déliter, et puis une absence de goût ou très peu de goût par rapport à ce qu'on peut retrouver en chair ferme, par exemple. Hein, la variété qu'utilise votre invité en cuisine aura beaucoup plus de goût. Alors on a j'ai pris quelques exemples pour que vous voyez un petit peu la différence. Vous voyez, ça c'est une variété qui sera utilisée en cuisine. D'accord. D'ailleurs à peu près. Et vous avez une variété de type fécule ici. Voilà. Voilà, on la voit bien effectivement.
Oui, elle est beaucoup moins sexy à regarder, celle-ci, pour le coup. Et puis, étant donné sa richesse, elle aura tendance vraiment à absolument pas tenir à la cuisson. Donc ça va faire de la bouillie, quoi. Alors donc, si j'ai bien compris, vous travaillez en fonction des attentes, attentes des consommateurs, attentes des industriels, attentes des transformateurs pour élaborer de nouvelles variétés de pommes de terre. C'est comme ça que ça commence. Oui, bah en général, on a quand même des critères identiques suivant les différents types de variétés, c'est-à-dire la productivité et l'adaptation pédoclimatique. Aujourd'hui, on doit répondre de toute façon aux nouvelles contraintes. On a une évolution du climat qui fait que globalement, il faut qu'on trouve des variétés qui ont des critères de résistance au niveau environnemental, des critères de résistance au stress hydrique, par exemple, puisqu'on a d'énormes variations de température et d'énormes variations de précipitations suivant les régions. Et la pomme de terre n'est pas fondamentalement n'aime pas les grosses variations. Donc lors de la culture, c'est une culture quand même relativement courte, hein, sur un laps de temps assez court. S'il y a du stress hydrique ou des fortes différences de température, elle a tendance à se bloquer. Et là, après, on a des problèmes de rendement et des problèmes de qualité liés à ces phénomènes climatiques. Donc il y a une recherche d'adaptation des variétés en termes de productivité aux aléas climatiques, et il y a aussi tout ce qui est approche sanitaire, c'est-à-dire la résistance aux maladies, aux différents pathogènes, hein, puisque la pomme de terre est constituée principalement d'eau, donc fortement exposée à beaucoup de pathogènes et parasites. Donc le but aussi, c'est en termes d'approche environnementale et sanitaire, de trouver des variétés qui résistent le mieux possible ou le plus possible aux différents virus et pathogènes, de manière à limiter au maximum les intrants dans la culture et avoir quelque chose ayant une empreinte écologique la plus basse possible. Alors, on va continuer cette conversation. Je vais retourner en cuisine, retrouver Anne. Au bruit, vous êtes en pleine découpe des pommes de terre, là, c'est ça? Non, au bruit, je suis en pleine découpe de la garniture aromatique, on va dire. C'est-à-dire, en fait, toutes les petites choses qui vont venir agrémenter ma Donc là, recette. c'est les tomates que vous Ce sont êtes les tomates de... séchées que je suis en train de faire en petits cubes, en fait. C'est une brunoise. Et alors, tout ça, on le fait au couteau, on ne passe pas au mixeur, hein? Ah non, non, surtout pas, parce qu'on hache toutes les fibres, et en fait, on perd de la mâche, et manger des mousses ou des purées à longueur de journée, c'est dommage. Surtout qu'on est sur une pomme de terre à chair ferme, donc peu riche en amidon, mais par contre elle a des sucres rapides, donc elle va être sucrée, et elle va avoir de la mâche, donc, et puis c'est fondant. Allez, je vous laisse travailler. Eric, on parlait donc des nouvelles variétés, des destinations de ces variétés. Quand on se lance, quand on vous donne le go, par exemple, pour démarrer des recherches, des croisements, des choses pour avoir une nouvelle variété de pommes de terre, entre ce moment-là et le moment où les premières pommes de terre vont arriver sur les étalages ou dans les entreprises de transformation, frites, purées ou fécules, il faut combien de temps? Le pas de tir est supérieur à 10 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait les premiers croisements, nous aujourd'hui sur le schéma de la CIPRE, on pratique à peu près annuellement 600 croisements pour récolter de ces 600 croisements, donc sexués, hein, entre deux plantes, 85 000 semis. Donc on sélectionne 85 000 graines qui seront destinées potentiellement à devenir chacune des variétés, et au fur et à mesure de la sélection, donc on a tout un schéma organisationnel année après année pour sélectionner et approcher les différents critères, et d'arriver au final, au bout d'une dizaine d'années, entre 10 et 12 ans, à peut-être 3 variétés sur ces 85 000 semis. Garance, par exemple, ça a démarré il y a combien de temps? Garance qui est une variété. Bon, il y a Garance, il y a Normandline aussi, hein, qui sont deux variétés à chair ferme qui ont été déposées cette année. On a commencé la sélection.
les premières graines ont été faites en 2010, 2011. Et alors dans cet univers, on sait que les Français sont des gros consommateurs de pommes de terre, mais pas que, hein, il y a aussi les Allemands, les Britanniques. Je crois que les plus gros producteurs, hein, c'est aussi les Allemands, les Britanniques et les Français. Est-ce que c'est un marché très concurrentiel? Je parlais hier avec une productrice d'ail qui disait, moi mon problème, c'est la concurrence chinoise. Est-ce qu'en matière de plants de pommes de terre, il y a aussi une concurrence maintenant de pays émergents? Je pense à l'Inde, je pense à la Chine. Non, pas trop, parce que ça reste quand même une approche agricole assez pondéreuse et qui nécessite quand même beaucoup de logistique. Donc on est resté sur quelque chose de relativement confiné aujourd'hui en termes d'import. Par contre, le plant de pommes de terre est aujourd'hui très excédentaire en exportation. C'est-à-dire qu'on exporte 5 fois plus de plants aujourd'hui depuis la France qu'on en importe. Et qui sont nos gros clients à l'exportation? Bon, on a l'Europe de proximité, donc l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, et on a aussi toute l'approche au niveau Afrique. Donc Afrique méditerranéenne et puis toute l'Afrique en général. Hein. On exporte en Afrique quasiment dans tous les pays qui consomment de la pomme de terre. Il y en a de plus en plus. Donc si je suis en Espagne, un petit peu aussi sur des destinations, un petit peu un petit peu plus lointaines, donc en Amérique centrale aussi. Donc les French fries, par exemple, que je pourrais consommer aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, peuvent venir de plants de pommes de terre qui ont été élaborés en France. Bon, les États-Unis sont un marché relativement quand même autonome en termes de production, mais pourquoi pas, hein, on pourrait avoir effectivement des variétés qui arrivent de France à destination des États-Unis. J'ai regardé un petit peu sur les fiches parlant de pommes de terre. On me dit qu'il y a 150 variétés différentes de pommes de terre. Je suis loin du compte ou c'est à peu près ça le chiffre? Nous, sur l'aire géographique sur laquelle on se positionne aujourd'hui, c'est-à-dire les Hauts-de-France, on a en activité 400 variétés à peu près. Ah oui, donc je suis loin du compte avec mes 150 variétés. Et là-dedans, est-ce qu'il y a des, j'allais dire, parce on va avoir des petites jeunes comme Garance, mais est-ce qu'il y a des vieilles variétés qui font de la résistance et qu'on utilise depuis des années et qui continuent à avoir une belle carrière commerciale? Oui, en fin de vie certainement, parce que des contraintes, comme on le disait tout à l'heure, économiques, sanitaires et environnementales qui ont énormément évolué depuis quelques années. Mais il y a encore des variétés que vous pouvez trouver sur les étals, comme la Binch, hein, par exemple, qui est une variété qui a été inscrite en 1935. Donc ça fait quand même quelques années, hein, quelques dizaines d'années, sachant que ce n'est pas la première variété. Hein. La première variété a été vraiment enregistrée en pommes de terre au début du siècle, et c'est une variété qui s'appelait Institut de Beauvais, qui n'existe quasiment. Enfin, je pense qu'on n'en a plus en production. Mais l'exemple de la Binch 1935, hein, donc voilà, je vous laisse un petit peu. Ça nous rajeunit pas, comme on dit. Allez, on retourne en cuisine. Anne, vous êtes déjà pratiquement en train de dresser. Oui, c'est une recette très rapide. Je voulais donner d'ailleurs une petite astuce. Quand vous voulez couper des pommes de terre déjà cuites qui sont refroidies, ça colle, bien sûr, puisqu'il y a de l'amidon. Oui. Eh bien, il faut tout simplement mouiller son couteau. Et donc, du coup, ça ne collera plus. Mais avec eau chaude, eau froide? Eau froide, ouais. Juste pour régulièrement mouiller son couteau. Comme ça, on a des. Si on fait une salade de pommes de terre, c'est joli d'avoir des jolis cubes et que voilà, ça ça m'évitera la prochaine fois de faire de la purée avec mes pommes de terre froides. Exactement, voilà. Mais c'est une recette extrêmement simple, étant donné que c'est une pomme de terre cuite avec une couche de sardines et dessus des petits condiments. On n'a pas parlé des sardines. Non, on n'a pas Bien parlé évidemment des sardines plutôt bretonnes.
a priori, non? Oui, plutôt petite pêche, plutôt artisanale, plutôt des sardines voilà, de petites entreprises locales. Et puis il y a certains petits logos qu'on retrouve d'ailleurs sur des sardines, mais pas uniquement, aussi sur du thon, qui nous montrent que ce sont des poissons issus de pêche durable. Oui, c'est le MSC. Voilà, le MSC. Voilà. Il y a aussi Pavillon France. Il y a Pavillon France qui là, nous assure la pêche française, voilà, qui est très importante, qui fait vivre nos pêcheurs. Et ce sont des pêcheries dans nos eaux, notamment. Et puis, on peut aller aussi sur du label. Il y a plein de labels, notamment le label rouge. On a aussi maintenant des sardines millésimées. Ah, alors, donc, moi, je veux savoir si c'est pas une arnaque, ça, les sardines millésimées. Mais non, pas forcément. Non, ça change vraiment le goût quand on a des sardines qui sont très anciennes? Alors, millésimée veut dire d'une certaine année. Ça ne veut pas dire qu'elle est ancienne. Elle n'est pas vintage, elle est millésimée. Donc, elle a été pêchée une certaine année. Donc, comme tout être vivant, la sardine, cette année-là, s'est retrouvée dans une eau plus froide, ou plus chaude, ou plus salée, ou moins salée. Et donc, du coup, elle a une saveur différente. Bien sûr, on peut faire vieillir ces sardines. Je crois qu'on peut faire vieillir 30, 40 ans une boîte de sardines. C'est vraiment, c'est comment dire, c'est la conserve du survivaliste, quoi. Alors, si justement j'ai des boîtes de sardines et que je veux millésimer, je fais quoi? Je prends mon marqueur et je marque l'année où je les ai achetées et je les laisse au placard en attendant? Exactement, par exemple. Ou alors, on achète aussi, il y a aussi maintenant des marques qui font des sardines millésimées, il y a l'année dessus. Et en fonction des millésimes, on sait qu'il y a des dominantes, non? Elles sont plus salées, moins salées? Oh, on n'en est pas encore au vin. On n'en est pas encore là? On n'en est pas encore là. On n'en est pas. Autant on peut parler de terroir pour la sardine. Hein, l'océan est moins salé, par exemple, que les mers, etc. Autant je pense qu'on ne peut pas encore parler de vieillissement et de saveur selon le millésime, quand même. Allez, je vous laisse terminer. Eric, on va parler un peu argent quand même malgré tout, parce que créer des nouvelles variétés, je suppose que ça coûte cher. Ce sont des gros investissements pour lancer une nouvelle variété de pommes de terre? Oui. Oui, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est entre 10 et 12 ans de travail, avec beaucoup de candidats et très peu d'élus. Donc, créer une variété aujourd'hui, effectivement, ça coûte de l'argent, et c'est un investissement de très longue haleine. Hein. On disait que le pas de tir se compte en dizaines d'années, quoi. Donc, et après pour lancer. Et en euros sonnant et trébuchant, c'est un budget de combien pour lancer une nouvelle pomme de terre, ou en tout cas, j'allais dire sur l'année 0 et avant les fameuses 10 années dont vous parliez pour développer le produit? Disons que en termes d'approche, je peux pas vous dire exactement combien ça coûte, parce que il y a un certain nombre de choses qui sont mutualisées, hein, au niveau de la recherche, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et est-ce que parfois vous vous dites, ah là on s'est peut-être un peu planté, c'est peut-être quelque chose qui sur le papier était intéressant, mais qui finalement s'avère avec le temps, avec les différentes expérimentations, un produit pas forcément pertinent? L'échec existe? Bien sûr. Bien sûr, l'échec existe. L'échec est souvent la résultante de la complexité de l'approche recherche et de la multitude de critères qui sont prépondérants, émergents et sélectifs au niveau de d'une variété en particulier. On peut très bien chercher une variété avec une résistance aux maladies style mildiou, et puis se retrouver avec un autre critère qui sera émergent peut-être ou dissuasif dans les 5 ou 6 ans qui viennent, qui n'aura pas été pris en compte dans la sélection et qui va revenir comme un boomerang, parce que la variété résistante au mildiou sera sensible à tel ou tel virus, et ça, en termes d'approche économique, c'est rédhibitoire de certaines années. Alors, une dernière question. Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, hein, une des dominantes en ce moment en termes de recherche, c'est bien évidemment de faire des pommes de terre qui s'inscrivent dans tous les critères de développement durable, de respect de l'environnement. J'ai l'impression que ça, c'est le credo numéro 1 aujourd'hui.
Ben, de toute façon, c'est, enfin, c'est pas le critère à la mode. C'est, disons qu'avant c'était peut-être un plus. Aujourd'hui, c'est essentiel de travailler sur une approche économiquement viable, c'est sûr, mais aussi dans le respect des critères environnementaux et sanitaires. On peut plus passer à côté de ces critères de sélection. C'est complètement impossible. Et une dernière question, Garance, à partir de quand dans les rayons? Si tout va bien. Développement, on a deux variétés, je peux vous les montrer, elles sont ici, hein, je les avais préparées. Donc on a Garance qui est une variété à peau rouge, et Normandeline qui est une variété à peau jaune. Toutes les deux chair ferme, donc qui sont que vous risquez de retrouver sur les étals dans les 2-3 ans qui viennent, si ces variétés sont intéressantes et réussissent à s'imposer. Et maintenant, il vous reste à convaincre les producteurs de pommes de terre de les mettre dans leur champ. C'est à peu près ça l'idée. Tout à fait. Eh bien, Eric Par Nirval, l'intermédiaire des développeurs de ces deux variétés. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. On retourne en cuisine. C'est pratiquement la fin de cette émission. Venez voir. Regardez comme c'est beau. Parce que j'allais dire que cette pomme de terre, elle a un petit côté provençal. Ah oui, tout à fait. Hein? On est dans la Méditerranée, on a des légumes et des fruits de Méditerranée, on a la tapenade, on a la sardine. Et alors, il y a un parfum, déjà, qui est vraiment très agréable. L'huile fait voyager tous les arômes vers nos papilles. Et puis, il faut de la couleur. La pomme de terre, on a l'habitude des pommes de terre en purée ou cuites à l'eau ou en frites, etc. Elle aime en fait tous les autres légumes. C'est le grand avantage de la pomme de terre. On a comme ça quelques légumes qui sont adaptables à toutes les cuisines et à toutes les recettes. Et alors, c'est encore plus flagrant derrière vous, si on voit l'assiette que vous avez à côté. Regardez, on a presque l'impression que c'est un mini hamburger avec du végétal et du poisson. Ben, c'est ça. Alors, je l'ai fait un peu. Et c'est là le plus difficile. Est-ce que vous avez bien mouillé le couteau avant? Non, mais j'ai pas besoin de mouiller le couteau. Voilà, c'est extraordinaire. C'est comme un sandwich, et on peut faire un sandwich sans gluten du coup, puisqu'on n'aura que de la pomme de terre et non pas du blé. Eh bien, c'est formidable. Il va nous rester, et c'est la partie la plus difficile de cette émission, oui, vous le savez, à goûter. Anne, merci beaucoup. À bientôt dans cette très belle cuisine de Cook Midi. Et moi, je vous retrouve demain. Je crois que demain, nous parlerons de lentilles. À demain.